David Links est parolier, compositeur, chanteur de jazz connu pour sa voix au timbre très particulier. Son dernier album s'appelle Winds of Change. Bonsoir David Links. Bonsoir. J'ai à chaque fois me concentrer d'ailleurs quand j'ai dit David Links parce que ça ressemble fort à David Lynch ou même David Lean, le réalisateur. Lean, On vous l'a déjà dit ça, vous le savez ça? Non, on le dit très peu maintenant. Non, j'ai été très flatté d'apprendre que récemment il y avait un ami qui était chez David Lynch. Il a un petit appartement à Saint-Paul à Paris. Et, Ah oui. et qui disait, ah, vous connaissez David Lynch? Et il dit, oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça m'a flatté, parce que je trouve que c'est un magnifique réalisateur. Ouais, évidemment. Alors, en fait, vous vous appelez pas du tout David Links, c'est un nom. Ça, c'est que le vous avez pris dernier syllabe Ouais. de mon vrai nom, et c'est Lou Deprez qui a aussi qui a lancé Plastique Bertrand, Victor Laszlo et moi. On cherchait à l'époque un nom d'artiste. Dans les années 80, hein. 88 86. 86, ouais. 86. Ouais. Parce qu'en fait, c'est Gestelink, pardon. Le nom de votre papa bien connu dans le jazz d'ailleurs. Hein. Il a fondé Jazz Midland à Anvers. Ouais. Donc il m'a trimballé depuis que je suis tout petit, depuis que j'avais 4 ans. Parce qu'il venait d'une famille très pauvre d'ouvriers. Donc il voulait vraiment que ses enfants ne ratent rien. Et c'est ce qu'il a vraiment fait. Il nous amenait parfois jusqu'à 3-4 heures du matin. Il fallait se lever pour l'école le lendemain. Donc c'était très chamboulant comme jeunesse. Parce que il y avait tous les artistes à la maison, des fous, beaucoup de fous, mais des bons fous. Elias. C'était un papa sévère? Comment dire sévère? Il m'a fait confiance dans ce que je voulais faire. C'était comme une jeunesse assez chamboulée dans tous les sens du terme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'était difficile. Vous aviez le choix, par exemple, vous aurez pu ne pas aimer le jazz, parce que vous l'avez vite aimé le jazz, on va en parler. Hein. Vous écoutiez des disques dans votre chambre, et la Fitzgerald, C'était pas etc. nécessairement le jazz tout de suite. J'ai commencé par... Quand j'avais 2-3 ans, il mettait les disques pour ses amis de Miles Davis pour « Regarde mon fils ». Et je bougeais plus, je restais au milieu de la pièce. Et pour moi, je crois que c'était un chanteur. Parce que c'est ce que... Je voyais la tête, donc je voulais faire ça. Je ne croyais pas que c'était une trompettiste quand j'avais 2-3 ans. Parce que quand vous voyez la tête de Miles Davis sur le disque, c'est ça que vous voulez dire? Ça c'était plus tard, quand j'avais 3-4 ans. Ouais. Mais j'avais vraiment envie de faire ça. Donc, et encore aujourd'hui, j'aime bien dire que Miles Davis c'est mon chanteur préféré. Quand on me demande qui est votre chanteur préféré, parce que quand il joue la trompette, on dirait une voix. Ouais. Il a abîmé sa voix dans les années 50, il a eu une opération. Ouais. Il ne pouvait pas parler pendant 3 semaines. Il s'est fâché contre un de ses musiciens, il a gueulé et il a perdu sa voix. Donc j'ai l'impression que sa voix passe par la trompette. Mais la trompette, c'est l'instrument le plus proche de la voix finalement, non? Je crois, pas seulement ça, il y a des gens comme Yann Garbarek, il y a des gens, il y a des grands instrumentalistes. Je crois que les grands musiciens essayent de rechercher leur voix préférée dans leur instrument. C'est pour ça qu'ils sont impitoyables avec les chanteurs. Ils aiment que ce qui est le top, parce que pour un musicien, c'est vraiment, la voix humaine est très très importante. Et chaque musicien a ses voix préférées. Sa tessiture préférée, oui. Vous voulez dire, oui. Oui, Miles Davis adorait les voix de Billie Holiday, Frank Sinatra, Orson Welles à un certain moment. Il voulait que ça il voulait que ça ressemble à ça. Parler ou chanter, c'est pas important. Mais le timbre, c'est quelque chose qui est inhérent au fait de raconter une histoire. Ouais. Et chanter une chanson, ou jouer de la musique, c'est raconter une histoire. Toutes les voix ne se prêtent pas au jazz spécialement. Il y a des voix de chanteurs, je veux dire. Hein. C'est pas une question de voix. Toutes les voix se prêtent au jazz, c'est pas ça qui est important, c'est une attitude, le jazz. C'est pas que dans la pop ou la variété où il y a des couches d'informations. Dans le jazz, il y a une interaction entre les... Par exemple, en variété, on peut facilement faire d'abord la batterie, puis la basse, puis le clavier, la voix vient à la fin. Ça, c'est le genre de production. Dans le jazz, ce qui est super important, c'est ce carrefour de l'interaction de tous les éléments. La mélodie, l'harmonie, le rythme, le tempo, tout ça, ça doit être constamment en interaction. Et ça ne veut pas dire, je dis ça aux téléspectateurs, ce n'est pas compliqué. On a tendance à dire c'est le jazz, c'est pas compliqué le jazz. On a tellement peu de médias que l'idée que les gens font du jazz, c'est compliqué. On a un petit peu ça avec l'art contemporain ou les galeries d'art. Souvent se plaignent que les gens n'osent pas franchir le pas. Oui, mais le jazz, il y a un côté aussi... Je crois que le jazz est beaucoup plus abordable que l'art contemporain. Je dis pas que... Mais l'art contemporain, jusqu'à un certain point, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire c'est aussi, on fait croire que c'est inabordable.
Moi, j'ai des grands amis à Bruxelles, comme Damien Delepelaire ou Lionel Estève. C'est Artiste. des grands artistes contemporains. Et regardez ils ont la maîtrise du fait de raconter une histoire. Ouais. Ça, c'est votre truc, ça va vous poursuivre pendant toute votre carrière. Hein, le fait de raconter une histoire. Vous avez même dit dans une interview que vous vous Ah, plaignez. j'en parle? Dans une interview, moi j'ai vu que vous vous plaignez que les chanteurs, beaucoup de chanteurs actuels, ne racontent plus d'histoire. Ah, je me plains pas. Non, je me plains pas pour les autres, ça va. Non, mais vous avez remarqué ça. Et vous, le sens, c'est pas parce qu'on fait du jazz, par exemple, que les paroles ne doivent pas avoir un vrai sens. Ce qu'il y a dans le jazz, c'est qu'il y a un truc, et je veux pas que ça offusque les francophones, parce que j'habite à Paris et je me considère une part. Je vis, quand je vis dans un pays, je deviens quelqu'un de ce pays aussi. Ouais. Je ne veux pas rester le Belge expatrié. Je suis profondément belge, j'adore mon pays, mais j'habite à Paris, donc j'aime beaucoup la France aussi. Ce qui est le problème, c'est que le problème, selon moi, mais ça n'engage que moi. Allez-y, allez-y. Mais je vois quand je fais des masterclass, parfois dans le monde entier, et surtout en France, les Français, il y a cette espèce il y a la langue française, Ouais. et l'anglais, on la traite comme si c'est « Ah, je chante anglais parce que ça sonne bien Ouais. » ou parce que c'est facile. On peut dire n'importe quoi en anglais et se faire comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on maîtrise l'anglais. Je crois qu'il y a un vocabulaire même plus grand. On a parfois 3-4 mots ou en français, on a 2 mots pour un objet ou pour un sujet, pour quelque chose. Et ça fait que dans le jazz, on fait comme si les textes ne sont pas importants. J'ai vu dans une émission en France quelqu'un dire « Oui, mais l'anglais regarde les Beatles. Baby, can you drive my car ?» Ouais. Ils disent « Regarde, chérie, est-ce que tu peux conduire ma voiture ?» Mais ça veut pas dire « Va te conduire ma voiture Ouais, ». Ça veut dire « Prends ma vie, ma vie en main ». Ouais. Donc il y a ce truc parfois de... Donc dans le jazz, beaucoup de chanteurs n'interprètent pas plus le thème parce qu'ils croient que l'anglais n'est pas important. Et puis ils passent directement à une improvisation aussi assez bancale. Donc du coup, on n'a rien eu. On a eu ni du fond, ni une histoire dans le ouais. thème et ni une histoire dans Ouais. l'improvisation. Et pour moi, un chanteur de jazz, c'est pas important s'il n'improvise pas. Je veux dire, Billie Holiday n'improvisait pas, Shirley Horn n'a pas improvisé, Nina Simone n'improvisait pas. Le scat ou l'improvisation n'est pas important, c'est le thème qui reste important. Et si on veut improviser, comme Ella Fitzgerald le faisait, Ouais. elle faisait aussi plein de disques où elle n'improvisait pas du tout. Ouais. Mais placer le thème. C'est votre premier coup de cœur, ça, Ella Fitzgerald, quand vous y étiez tout petit encore. Hein. Ouais, j'étais dans ma chambre et je mettais les disques et je chantais parfois jusqu'à 6-7 heures avec ces disques. Et puis j'ai rencontré à 11-12 ans, à la Grand Place, ou je ne sais pas quand c'était. Et j'ai franchi la sécurité, j'ai couru jusque dans sa loge. Ah bon? Et je me suis assis à côté. Elles m'ont laissé sa sœur et elle m'ont laissé dans la loge. Dans la loge, oui. Et j'ai même tenu le drap quand elle se changeait la robe et tout. Le fait que votre papa était dans ce milieu-là, votre frère aussi, je crois, hein, enfin la famille est vraiment dedans, est-ce que ça vous a aidé à rentrer dans le milieu du jazz après? Non, ça m'a plutôt mis les bâtons dans la roue en Belgique, ouais. Ça m'a Pourquoi? Parce qu'on disait c'est le fils d'eux? Oui, et c'est pas comme si mon père est comme Kirk Douglas, Michael Douglas. Non, mais... C'est pas comme si mon père, je connais plein de gens dont les pères sont vraiment des stars. Ouais. On peut pas dire que mon père était une star. Donc non, mais dans le milieu, il était connu, on en parlait. Oui, dans quand le même. milieu, mais non, mais j'ai aucune rancune, mais on me l'a fait payer, oui. Et du coup, je suis pas non plus en Belgique. Ouais. J'ai dû un peu m'expatrier un peu. C'est pour ça? Mais je ne m'expatrie pas parce qu'on me fait des choses, c'est simplement que parce qu'à un certain moment... J'ai dit ça à un journaliste récemment, on me dit c'est comme... La Belgique, c'est pas un pays, en plus c'est scindé en 3. Donc on peut faire de la musique, mais on peut pas faire de carrière ici, on ne peut pas vivre de la musique ici. Il y en a qui le font? Non, mais dans la variété, dans le rock, pas dans le jazz. Il y a pas. Je veux dire, il y a plein de festivals de rock, on peut avoir des... Quand on a un tube en Belgique, on peut avoir des tubes. On est Clouseau en Flandre, on est le Moutlotti, ça c'est notre marché. Le jazz est beaucoup trop petit, on a quelques festivals en été. On ne peut pas faire une carrière de jazz en Belgique, ça n'existe pas. Je veux dire, par exemple, beaucoup de chanteurs français peuvent vivre de leur carrière amplement juste sans qu'ils sortent de la France. En tant que jazz, il faut être dans le monde entier. Ouais. Parce qu'on n'a pas les médias, on n'a pas les télévisions. Et en général, quand le jazz passe à la télé, donc sur les grandes chaînes,
c'est vraiment que c'est un niveau où c'est vraiment plus vraiment du jazz. C'est un peu de la variété internationale, mais j'ai vraiment rien contre. Vous êtes dur avec les médias. Non, je suis pas dur avec les médias. Je trouve que les médias, il faut arrêter de dire on donne ce que les gens veulent. Il faut arrêter ça. Je veux dire, les gens sont beaucoup plus ouverts que ça. Il faut pas dire. C'est parce qu'on est dans une telle impatience d'avoir des spectateurs. Dès qu'on perd 5 000 téléspectateurs, l'émission peut être supprimée. Donc on ne prend plus de risques et on se cache derrière l'excuse qu'on fait des émissions pour ce que les gens veulent. Moi, avec tout le respect que j'ai pour les gens, moi je le vois avec le public il est énorme. Quand on fait de la scène, il est ouvert à tout. C'est les téléspectateurs qui sont plus, c'est les animateurs qui sont plus préoccupés si on va leur couper leur émission leur aussi. Image. Ah oui, à l'époque, je me rappelle qu'en une émission de cinéma, on parlait du film qu'on aimait beaucoup. On mettait par le box-office ce film-là. Autant, à quoi ça sert de mettre ça? Ça ne va pas. On dit, voilà. Mais je ne critique pas ça, mais c'est un constat. Et je ne suis pas dur avec les médias, mais nous, on fait un métier où on fonctionne beaucoup sans les médias. Les médias sont rarement, à partir d'un certain niveau, on appelle les médias. Mais en même temps, vous et vos collègues, vous débrouillez bien sans les médias, j'ai l'impression. Mais on pense pas. Catherine, Steve Ouben, Nathalie Laurier, vous-même, Yvan Paduard. Mais on pense pas à ça, c'est tout. On pense à faire la musique. C'est pas qu'on passe. Mais puisqu'on en parle, je vous le dis. Ouais. Mais je veux dire, à l'époque, on faisait des émissions de télé avec du jazz et tout ça. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique en général à la télé. Très peu. On chante très très peu à la télé aujourd'hui. Ou c'est le Restos du Cœur ou quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez approché à un moment donné le monde de la variété avec Claude Nougaro. Enfin, c'est jazz, on est entre les deux. Vous avez fait un disque de chansons françaises, des adaptations aussi. J'ai fait un disque l'instant d'après pour Universal Polydor en France. Vous vous sentiez bien dans ce costume-là? Mais j'ai jamais changé qui j'étais. J'ai fait ce que je fais toujours. C'est pas ce que je dis. Hein, non, je sais. Mais est-ce que je suis pas devenu un autre? J'ai chanté en français. Par exemple, j'ai fait un disque. J'étais invité sur le disque d'André Ceccarelli. Claude Nougaro était un ami très proche, donc j'avais pas envie de sauter dans un hommage tout de suite comme ça. Et puis j'ai fait 5 morceaux sur le disque d'André Ceccarelli. Et moi, chanter en français ou en anglais, c'est exactement la même chose. C'est très dangereux de dire qu'une langue swingerait plus qu'une autre. C'est on swing ou on ne swing pas, c'est pas la langue. On peut dire qu'en français, il y a plus de consonnes ou moins de voyelles, on s'en fout. Mais pourquoi il y en a si peu alors qui font du jazz en français? Vous avez parlé de Nougaro, mais il n'y en a pas des tonnes en fait. Hein. Nougaro ne se voyait pas comme un chanteur de jazz, il se voyait comme un chanteur de variété. Il utilisait la couleur de jazz. Il ne fonctionnait pas comme un chanteur de jazz avec la maîtrise de tous les rythmes. C'était un grand chanteur, un grand poète, mais c'était le premier à dire je ne suis pas un chanteur de jazz. J'adore cette musique et je me sers de cette musique pour... Voilà. Mais alors je reviens sur ma question, il n'y a pas vraiment de chanteurs de jazz qui chantent en français? Je crois qu'il y en a plus qu'on le croit. Moi, j'ai parrainé une soirée de jazz vocal masculin à Paris. Il y avait pas mal de chanteurs en français. Je ne les avais pas vus avant de venir parrainer la soirée. C'était avec Moustaki. Qui nous a quittés. Oui. Et il y avait 3 chanteurs en français. C'était magnifique. C'était magnifique. J'étais tellement... Voilà, ça prouve que ce n'est pas la langue, c'est la personne qui swing ou pas. La voix derrière. Je voudrais qu'on parle de quelqu'un qui était important pour vous. Il y a 2 personnes, j'ai noté un petit peu dans votre biographie. Vous avez fait des recherches. Ah ouais, j'ai travaillé. James Baldwin, tout d'abord. Ça a été une rencontre qui a un peu bouleversé votre vie. On peut peut-être rappeler qui c'est. C'est un auteur, c'est un auteur grand. C'était déjà le père spirituel pour des gens comme Malcolm X et Martin Luther King. Eux venaient voir Baldwin parler, tu vois. Donc donc c'était mais il préférait se voir comme écrivain plutôt que de civil rights. Le porte-drapeau. Oui, parce que ça c'est, entre guillemets, c'est ce que les Blancs préfèrent voir parfois. Et pas l'écrivain parce que voilà. Parce qu'il est noir? Parce que, soyons clairs, il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein, à part dans la forme. Il faut arrêter de... On parle toujours trop de progrès. Genre, regarde ce qui a changé. Non, c'est pas ça. Il faut arrêter de se mettre des médailles soi-même et tout ça.
Il faut être réaliste, il faut voir la réalité. Ça s'est déplacé. Un noir reste un noir dans cette société, un arabe reste un arabe dans cette société. C'est pas parce qu'on a élu un président noir aux États-Unis, Barack Obama, que les choses ont changé. On tolère ça. C'est dans les petits détails. Hein. On n'a jamais coupé sur CNN, par exemple, une interview d'un président coupée avec la publicité. Barack Obama, c'est le premier président, on le fait. C'est dans les petites choses. Alors on peut dire, vous êtes parano, un truc comme ça. Non. Donc il préférait être vu comme un écrivain à part entière. Il était écrivain. Il était écrivain, et naturellement, il parlait de son passé, qui était le passé d'un Afro-Américain à Harlem. Ouais. Qu'est-ce qui vous attirait chez lui, la différence. David? La différence. La différence et d'aller de la je veux dire donc c'est ok d'être différent. C'est ok d'être différent et on peut être aussi, quand on est jeune à l'école, quand on est un peu différent, on est très vite. Les enfants ça, sont très cruels d'ailleurs. Ça peut être cruel, très cruel. Alors à l'école, on peut très vite être mis à part quand on est un peu différent. Et aussi, plus tard dans sa vie, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est... je vois ça aussi chez la différence avec la droite et la gauche, pour le dire bêtement, c'est que la droite, au moins, on sait où on en est, il dit sale nègre ou sale noir. La gauche, il faut quand même... De temps en temps, il y a beaucoup de... je suis profondément de gauche, hein, moralement, politiquement. Mais il y a beaucoup de fois aussi... il y a plus d'hypocrisie à droite. Ils sont un peu genre... Ils sont toujours politiquement corrects. Dans l'admiration de la différence. Ils ne parlent jamais de la ressemblance. C'est donner des subventions en France aussi pour faire Shakespeare en banlieusard. Je veux dire, c'est pas qu'il faut pas respecter la langue des banlieues, mais ça c'est pas genre respectons la différence. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais non, il faut beaucoup plus de courage pour parler de la ressemblance, parce qu'alors là on parle de vraie égalité et pas de condescendance ou de James Baldwin, vous avez été loin parce que vous avez été le voir à Amsterdam et puis vous êtes fait inviter à Saint-Paul-de-Vence. Non, je me suis invité. Vous êtes fait inviter. Ah oui. Non, je me suis invité. Non, c'était genre à Saint-Paul-de-Vence. On a mangé. J'ai joué dans un club à Amsterdam et le bassiste me disait, il y a James Baldwin qui va faire une conférence. Et moi, je dis, attends, je ne peux pas ne pas voir ça. Donc, comme toujours, plus tard, je vais avec lui, donc je sais le nombre d'avions qu'on a ratés. Donc, il était en retard et il y a des gens qui sont partis parce que c'était bondé. J'ai reçu un ticket, je l'ai vu parler. Vous aviez quel âge à ce moment-là, plus ou moins? Au milieu de mon adolescence. Ouais. Et puis, je savais où était la conférence de presse à la maison d'édition de Bezige Bay. Et j'ai couru vers là. Et puis il y avait un grand canapé, il était assis avec son frère, et moi je suis tombé au milieu. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est quoi ça, ce petit blanc avec un afro qui parle avec un accent nord-américain, il comprenait. Parce qu'entre-temps, j'avais habité chez Kenny Clark, mon parrain. Votre parrain Mon parrain, c'est Nathan Davis. Ouais. Donc, et puis de là, un an plus tard, j'ai appelé en gros. Je ne l'avais pas appelé, après ça, on est allé manger, sa tout ça. Carte. Et puis, en gros, j'ai dit, j'arrive, quoi. Il fallait du culot pour faire ça, quand même. Hein. Oui, mais quand on est jeune, on peut avoir du culot. Ce serait plus inquiétant si on approche... Maintenant. Après 25 ans, oui, c'est plus inquiétant. Mais moi, je vois des jeunes m'approcher ou me contacter avec une passion. Ouais. Quand on est adolescent, la passion est très, très importante. Ouais. Alors, vous retrouvez à Saint-Paul-de-Vence et vous décidez de faire un album un an après, ensemble? Oui, j'ai vécu à New York, j'ai rencontré Miles Davis. La famille, Toni Morrison fait partie de la famille. C'était vraiment tout. Le fils de Toni Morrison, c'était mon meilleur ami. Il nous a quittés il y a très peu de temps. Et puis, donc tout c'était extrêmement intense. J'ai rencontré Bill Cosby, tous les gens, Miles, je viens de dire. Ouais. Bill Eckstein. Il y a une autre rencontre qui va être très importante pour vous aussi, plus ici en Belgique, c'est Diederik, qui était l'élève de votre papa d'ailleurs en piano. Et je crois qu'il a eu la première cuite de sa vie avec mon père. Vous savez, votre père buvait avec ses élèves alors? Mon père buvait, voilà. Il aimait bien la bonne bière, le bon vin, la bonne vie, le bon whisky, la cigarette, les femmes.
Et oui, et on est devenus très vite amis. Et c'est la même amitié. Je ne veux pas dire que les choses n'ont pas évolué, mais c'est vraiment, oui, c'est la... Vous voulez dire c'est la même amitié depuis le début, c'est quelque chose qui est Ça fait 37 ans. intact, ouais. Intact. Et qui, je peux jamais, je crois qu'on ne s'est jamais engueulé, notre vie. Pas parce qu'on l'évite, mais aussi parce que ça n'a jamais été nécessaire. On met la barre aussi très haute. Ouais. Sinon, notre collaboration, elle existerait. Comment on gère, c'est un mot affreux, mais comment on gère une amitié quand on est professionnel tous les deux, quand on est exigeant, comme vous le dites, donc il est pianiste, là vous chantez. Comment ça se passe? Ça doit être compliqué On parfois. travaille seul, non. On ne travaille pas ensemble. Chacun dans votre coin? Moi, il fait ses musiques, je fais mes musiques. Et lui, il envoie des morceaux. Et les partitions, j'aime bien travailler au piano. Aussi, dans le train, j'écoute. Parfois, il ne comprend pas pourquoi j'écris pas sur un morceau qu'il a écrit, qu'il adore. Il intervient, tu vois, il fait vraiment confiance, il respecte mes choix. Peut-être ce morceau va apparaître sur un autre disque. Mais on met la barre très haute. Quand il m'envoie un morceau, c'est pas genre, ah, tu peux changer une note si tu veux que non. Je veux que la composition soit finie. Comme ça, moi, je peux vraiment... J'aime les contraintes, ça donne beaucoup plus de liberté. Pourquoi? Dans le champ des... Parce que ça délimite... Par exemple, quand on a... Dans le champ de liberté, la contrainte, c'est ça qui définit... C'est ça qui... Comment on dit? Qui focalise. Oui, qui focalise. Ouais. Par exemple, quand on me dit, dans une strophe, on a 11 pieds. Ouais. Alors on dit, oui, si tu veux, tu rajoutes une note, ça fait 12 pieds. Ah non, 11 pieds. Donc tu dois dire et faire du sens sur 11 pieds. Et tu travailles juste comment tu as l'image. Et l'image, en général, est beaucoup plus forte quand on te dit, va, tu vois. Ouais. Vous êtes connu comme étant hyper perfectionniste. Est-ce que quand vous... Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on dit. Ah ouais. Est-ce que, David Links, quand vous enregistrez en studio, est-ce que vous faites des dizaines et des 20 enregistrements? Non, j'enregistre live. Et il faut capter le bon moment, surtout dans le jazz pour l'interaction. On est bien séparés pour que les micros, les sons d'un l'autre ne vont pas dans l'autre. Pour que voilà, et toujours le même studio que je travaille. J'aime bien travailler à Paris. Ouais. Vous avez vos petites habitudes. Celui qui mixe mes disques, il est à Lisbonne. Celui qui fait mon mastering, il est en Ardèche. J'enregistre et j'attends le moment. On joue quelquefois le moment et puis on le prend. Et puis, s'il y a quelques erreurs, on peut individuellement corriger quelques erreurs. Non, je ne fais pas des dizaines de... Non, parce que il faut se préparer pour capter le moment. Et ça fait la longévité, excuse-moi, la longévité de la voix, oui. Est-ce que... Et de la musique, et du résultat. Est-ce que parfois, dans la voix, quand il y a un petit accroc, ou quand elle est un petit peu éraillée, quand vous êtes sorti la veille et que vous êtes un petit peu fatigué, que vous enregistrez, est-ce qu'il y a des moments comme ça, moins parfaits, que vous pouvez garder dans un enregistrement? Mais moi, je ne vois pas la perfection. Moi, je suis quelqu'un qui n'a... On me dit... ça, c'est aussi un truc quand on parle de Baldwin. Parfois, on dit, ah, David Links, c'est bien, mais c'est trop technique. J'ai jamais pris un cours de chant de ma vie. Maintenant, j'ose le dire. Mais je sais comment ça marche. J'ai parfois des chanteurs classiques avec des problèmes qui viennent me voir et je détecte le problème. J'ai toujours été... Vous savez comment la machine marche? Oui, j'étais toujours obsédé par la voix. J'ai jamais pris un cours de chant de ma vie. Et technique, je ne pense pas à la technique quand je chante. Quand il y a un truc difficile que j'ai envie de chanter, je bosse dessus jusqu'au moment que j'arrive à être libre là-dedans. Mais ça, c'est aussi un truc. Et ça pourrait énerver certains téléspectateurs, mais quand on parle de la pub dans ce CNN, on coupe Obama, on peut dire que c'est parano. On ne va jamais dire de Bob McFerrin que c'est trop technique. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, les Noirs n'ont pas de technique. Ils sont touchés par Dieu ou pas. Ouais, on parle de grâce. On parle de grâce. J'ai entendu ça, oui, c'est bien, mais trop technique. Je ne sais pas, moi je m'amuse sur scène, je suis libre sur scène. Je prends mon pied, je suis... Ouais. Ah oui, mais ça c'est du travail pour être libre. La liberté, la liberté, pour moi, c'est une digestion de centaines de règles, si on veut vraiment être libre. C'est pas juste faire ce qu'on veut faire. La liberté, c'est en rapport avec ce qui nous entoure, avec les gens qui nous entourent. La liberté, je le dis pour le dire platement et vulgairement, je peux me mettre debout, pisser par terre ici, ça c'est pas être libre, ça c'est n'importe quoi. Oui, mais je fais ce que je veux. Oui, ça c'est pas la liberté. La liberté, c'est comment est-ce que je suis libre par rapport à vous en face de moi. Ouais. C'est ça la liberté pour moi. Et vous y tenez, cette liberté?
Ah oui, oui, mais là, je parle. Là, oui, en gros, Ouais, à ma dans liberté. votre vie, ouais. Ah oui. Il y a Comment jamais- vous l'amenez, votre vie? Est-ce que vous vous dites parfois le soir, j'ai une carrière, je dois aller là, je dois rencontrer telle personne, après je ferai ceci, et je veux arriver Arriver quel endroit? à tel endroit dans votre carrière Je n'ai pas de plan de carrière. Je fais ce que j'aime. Je suis très exigeant avec moi-même. Par exemple, la veille d'un concert ou d'un studio, je ne sors pas, juste pour préciser. Oui, parce que ce serait con de se sentir. C'est pas une question de perfection, c'est de se sentir libre. Moi, je sais que si j'ai envie d'atteindre cette note, et je suis sorti la veille, je vais toujours avoir l'envie d'atteindre cette note. Mais ça va sonner ridicule, ça va pas sonner pas parfait, ça va pas sonner ouvert. Et moi, je sais que j'ai assez de bides et de couilles pour avoir cette note. Vous avez Mais confiance en votre voix? dans le moment même, Elle vous a jamais trahi? non. La voix, non, parce que je fais tout pour... Voilà. Mais le doute, pour moi, c'est très important dans ma vie. Mais c'est quelque chose qu'il faut dompter. Il faut pas que ça... Mais il faut savoir où mettre le doute dans un processus de création. C'est bien, sur scène. Sur scène, c'est pas que je dis je suis sûr de moi. Je ne doute pas sur scène. Ça ne vient pas... Ça part avec le trac, les quelques premières secondes. Tu vois, et puis le doute, ça vient aussi de quoi? Est-ce qu'on ne connaît pas assez bien ce qu'on va faire sur scène? Ou parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser? Les gens vont toujours penser quelque chose, bon ou mal, donc voilà. Donc il faut connaître le trac mon trac qui vient sur scène. Je veux être à la hauteur de ce que j'attends de moi. Et si c'est bon pour moi, ça pourrait être bon pour les autres. Je ne me soucie... je crois plutôt qu'il faut amener le public vers soi, pas aller vers le public. Il faut amener et ça prend peut-être plus de temps. Ouais. Mais voilà. Mais je ne crois pas dans ce fable on fait ce que la firme disque fait. Demande. Non, je veux dire, moi j'ai été dans toutes les firmes disques, que ce soit de Universal à Sony, à n'importe quoi. J'ai toujours fait ce que moi j'avais envie de faire. En tout cas, tous ceux qui vous ont vu sur scène et qui ont vos disques savent que vous êtes à la hauteur. Merci beaucoup. Ah ben merci à vous. Merci David pour cet entretien. Merci, à bientôt.